Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. Cette fameuse NUPES que vous avez critiquée, fusion-digestion dans la France insoumise, d'après vous, c'est une addition électorale réussie quand même. C'est un premier tour qui est au même niveau qu'en 2017. C'est vrai, quand on totalise vers socialiste, communiste, insoumis de 2017, Tout à on fait. retrouve ça. L'addition a marché. Alors l'addition a marché, ce qui permet d'être au second tour, mais vous êtes au second tour dans 380 circonscriptions, ce qui est beaucoup plus qu'en 2017. Mais il faudrait gagner 80% de ces circonscriptions pour gagner l'élection législative. Donc, il n'y aura pas de majorité absolue de NUPES, on l'a compris arithmétiquement. Et même pas relative. Il n'y aura pas de majorité de la NUPES. On peut le regretter parce que la situation, c'était totalement jouable avec une autre architecture sur une orientation plus responsable. On pouvait gagner puisqu'il n'y avait pas de dynamique autour d'Emmanuel Macron, puisqu'il était réélu, il n'était pas élu. C'est donc quand on est élu qu'on a une dynamique présidentielle pour les législatives, que la droite était dans les choux sans leader et que l'extrême droite était divisée. Donc à contre-cycle d'un certain point de vue, puisque aujourd'hui c'est 70% de droite et d'extrême droite et 30% de gauche, à contre-cycle on pouvait gagner. Mais pour cela, il fallait une équation qui soit responsable et qui prenne en compte la situation des Français aujourd'hui. Ce que les électeurs de gauche ont récompensé, c'est uniquement l'union. Ils voulaient l'union, les électeurs de gauche, on leur a mis une étiquette, on est ensemble et ça marchait. Toujours, il faut bon, depuis tout le temps, la gauche raisonne à l'union. Mais l'union, elle doit avoir un contenu, ce n'est pas l'unicité derrière Mélenchon. La gauche aujourd'hui, cette gauche de la NUPES, c'est vraiment une digestion dans la France insoumise? Ou bien, une fois l'élection passée, chacun va reprendre ses billes? Il est probable, tout dépendra du chiffre. C'est-à-dire que si il y a 200 parlementaires de la NUPES, à mon avis, il y a un fait qui s'installe et ça peut perdurer. Mais s'il y en a, comme je le pense, aux alentours de 150, ça veut dire que la France insoumise et les mélenchonistes font 90 à 100, et ça veut dire que les autres partis seront réduits à la portion congrue. Et satellisés donc satellisés. Mais ce que je crois, c'est que cet accord n'est pas gagnant. On va le voir le week-end prochain, mais ça permet à Mélenchon de gagner. On a installé Mélenchon comme une espèce de pape de la gauche des temps modernes. Les autres formations de la NUPES, notamment le Parti Socialiste, disent non, vous allez voir, on aura un intergroupe à l'Assemblée, puis surtout, les postes réservés à l'opposition, on va se les partager. Questure, vice-présidence, présidence de la Commission des Finances, ils sont en train de se faire duper par Mélenchon. D'abord, qui va être le candidat ou la candidate à la commission des finances, qui est un poste stratégique, je pense que ça va donner lieu à un débat assez âpre, mais je ne vois pas comment ça échappe à la France insoumise. 12 dissidents seulement sur 63 parmi ces candidats de gauche qui avaient refusé la NUPES mais qui se présentaient ont franchi la barre du premier tour. Pourquoi cette idée de dissidence, mais par authenticité, par fidélité, n'a pas pris? Je pense notamment dans les terres d'Occitanie où on attendait de meilleurs scores. Bien à cause de l'abstention. À partir du moment où on parle beaucoup de recomposition politique, mais c'est la décomposition politique qui continue. Quand vous avez plus de 50% des Français qui n'ont pas été votés, vous avez une dépression démocratique. Bon, et à partir de là, c'était ceux qui étaient le plus intéressés à l'élection qui se sont mobilisés. Or, se mettre derrière un candidat qui est minoritaire lui-même par rapport à l'union de la gauche, ce n'était pas facile, même s'il y a des scores qui ont été intéressants. Second tour donc dimanche prochain. Est-ce qu'à votre avis, la droite va sauver Macron, sauver sa majorité absolue pour éviter le programme de la NUPES ou une assemblée paralysée? Le plus probable, c'est qu'il y ait une majorité. Alors, majorité relative ou majorité absolue, mais de toute façon, ce n'est pas le sujet. Puisque d'ores et déjà, on peut dire que M. Macron, le président de la République, a ses frondeurs au sein de sa majorité. M. Édouard Philippe a annoncé la couleur ce matin dans le Figaro, mais c'était prévisible. Il va être le poil à gratter ou l'opposition interne de la majorité. Donc on peut dire que le quinquennat s'ouvre sur une majorité relative d'Emmanuel Macron qui a pas réussi son rendez-vous
avec les législatives. Qui va donc entraîner un quinquennat de réforme plutôt de droite. C'est la droite, interne ou externe à la majorité, qui va dicter le penchant rigoriste des réformes. Ben, la tension va être là. Vous aurez une opposition virulente dans l'Assemblée nationale, avec, quel que soit leur score, la France insoumise qui sera dans une opposition frontale, mais vous aurez aussi le groupe parlementaire du Rassemblement national. Donc il y aura une surenchère de l'opposition, et à l'intérieur de la majorité, il y aura une contradiction majeure et des difficultés importantes. Donc je ne suis pas sûr que cette législature aille à son terme. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un tel pugilat à l'Assemblée nationale qu'on irait vers une dissolution ? Si vous combinez à la fois le pugilat à l'Assemblée nationale, qui est visible au vu des résultats, et qui est marqué par le fait qu'un Français sur deux n'a pas voté jusqu'à présent, et vous y ajoutez évidemment, vu l'inflation, la pression sur les salaires, la question sociale qui va augmenter, et puis la guerre en Ukraine avec ses conséquences économiques et sociales, eh bien à un moment donné, le président de la République sera obligé de se confronter à cette situation et de proposer une nouvelle donne. Faisons le tour des composantes. Vous l'avez dit, le Rassemblement national a réussi ces législatives. 208 qualifiés pour le second tour, un groupe parlementaire assuré. Ça ne s'était plus vu depuis 86 avec la proportionnelle. C'est peut-être ça le fait majeur de ce premier tour. Mais tout à fait. On s'est focalisé sur la NUPES, sur la NUP, je ne sais comment on dit, mais on n'a pas vu que l'élément important, c'est que pour la première fois, et pas à la proportionnelle, au scrutin majoritaire à 2 tours dont on nous disait qu'il nous garantissait de ne pas avoir un groupe, qu'il n'y ait pas un groupe du Rassemblement national, Front national hier, eh bien là, il va y avoir un groupe entre 15, 20, 30 peut-être députés. Quand même, notons que le Rassemblement national arrive en tête dans 112 circonscriptions. 112 circonscriptions. Cela montre comment ça souffle. Et encore, ils étaient divisés puisque les amis de M. Zemmour n'étaient pas alliés à Marine Le Pen. Donc il faut peut-être regarder le rapport de force et le pays réel plutôt que de s'enfermer dans une logique de radicalité à gauche. Cette poussée du RN, tout comme il y a eu l'effervescence zémourienne pendant la présidentielle, ça veut dire qu'il y a aussi dans le pays une colère identitaire, ce qu'ils appellent une insécurité culturelle ? Bien sûr, c'est très fort, c'est très puissant. La question de la préférence nationale est très, très présente dans notre pays. Elle a été un peu secondarisée, si vous me permettez cette expression, à cause de la question sociale et la question des salaires, évidemment, du pouvoir d'achat, assurément. Mais elle est là, elle est très présente, elle est sous-jacente et très présente. Et la gauche n'a pas grand-chose à dire face à cette angoisse identitaire. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on a une gauche qui a encore les neurones dans les années 60 et dans le développement économique et social tel que nous l'avions pu le connaître à ce moment-là. Il faut prendre en compte la situation économique telle qu'elle est aujourd'hui et il faut prendre en compte les grandes questions régaliennes qui sont posées au peuple français. Jean-Luc Mélenchon parie sur la jeunesse pour ce second tour. Il essaye de réveiller cette jeunesse abstentionniste en leur disant contre Parcoursup, pour la planète, il faut voter pour la NUPES. C'est un bon calcul de sa part ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réserve. Donc, il faut aller chercher les abstentionnistes. Il faut chercher les abstentionnistes, c'est évident. Ou alors, il faut espérer que l'extrême droite vote pour les candidats de la NUPES. C'est ce qu'il a dit dans son discours, les fâchés et qui ne sont pas fachos, qui appelleraient et qui voteraient pour Jean-Luc Mélenchon. Une alliance rouge-brun, mais par le bas, par des électeurs dont la colère sociale les ferait passer de Le Pen à Mélenchon. Quand vous avez dit 3 jours avant les élections que la police tue, c'est pas tout à fait le vocabulaire préféré du Rassemblement national. Donc je vois pas comment ils pourraient venir voter. Donc il ne reste qu'une seule solution, c'est d'aller chercher l'abstention. Une polémique agite ce second tour. Amélie de Montchalin reproche à Jérôme Guedj, dans l'Essonne, d'appartenir au même mouvement que des candidats qui ont reçu Corbyn, accusé d'être antisémite. C'est une attaque justifiée, vu l'attelage de la NUP, ou c'est un coup bas ? Oui, c'est une tentative un peu désespérée de se sauver, parce qu'elle est dans une situation extrêmement difficile, puisque Jérôme Guedj a plus de 40%. C'est vrai que Jérôme, que je connais depuis très longtemps, et qui était au Parti socialiste, il est toujours, a toujours eu sur ces questions des positions très tranchées. Et là, le fait qu'il n'ait pas réagi quand Madame Obono a reçu Corbyn, qui était très mise en cause pour des questions d'antisémitisme en Angleterre, c'est vrai que ça fait
un peu tâche dans son curriculum. C'est ça le piège de la NUPES, c'est qu'on finit par se taire quand le voisin fait des choses qu'on n'approuve pas. Quand vous êtes dans un cartel à domination d'extrême gauche, ben vous êtes obligé de vous avaler l'extrême gauche. Vous avez connu une époque où il y avait une majorité relative à l'Assemblée nationale. Avec Michel Rocard. Oui, oui. Il s'en était bien sorti parce qu'il y avait le 49.3 qu'on pouvait utiliser ad libitum. Maintenant, ce n'est plus le cas. Comment on pilote une majorité relative, là, dans les mois qui viennent, sans 49.3 ? Bien, c'est un vrai sujet pour le président de la République qui n'a pas l'habitude des coalitions. Des coalitions en général et des coalitions sur ses projets en particulier. Donc il faut essayer d'aller chercher ce que faisait Michel Rocard, un certain nombre de parlementaires. À l'époque, c'était des territoires d'outre-mer. Pour faire passer les voix, les textes. Là, ça sera des voix de droite. Ça sera les quelques LR qui voudront... oui, sûrement, ça sera cela. Mais tout le paradoxe, c'est que celui qui peut aller les chercher, c'est Édouard Philippe. Donc, ça le met en vice-président. Oui, bien sûr. Là, c'est l'élément majeur de cette élection. La montée du Rassemblement national et la majorité relative de fait du président de la République avec Édouard Philippe qui s'installe, c'est l'élément de la crise qui va surgir au lendemain des élections législatives. Face à cela, le Conseil national de la refondation proposé par Emmanuel Macron, la commission transpartisane pour réfléchir à une forme de nouvelle démocratie, ça peut être une solution pour créer cet esprit de coalition ? C'est possible, mais on ne sait pas très bien comment cela va fonctionner, qu'est-ce qui va se passer. L'idée de travailler avec les organisations syndicales, pourquoi pas, mais pour faire quoi et quel sera son statut, comment il pourra intervenir avant, après, pendant le débat parlementaire. Est-ce que c'est une substitution au débat parlementaire qui en a déjà pas beaucoup, parce que maintenant le Parlement n'est pas celui qui fait la loi, mais celui qui fait résonance sur la loi. Donc je ne vois pas très bien comment l'opérationnalité de cette mesure. Dernière solution, le référendum pour faire passer des réformes importantes. Oui, mais vous ne pouvez pas multiplier les référendums. Alors, vous pouvez faire des référendums à questions multiples. Oui. Bon, c'est une possibilité. Mais c'est sur des sujets qui sont des sujets majeurs. Donc, vous n'allez pas le faire sur le budget, par exemple. Dernière question. Il va y avoir la fin de cette période électorale, les vacances d'été. Après, qu'est-ce que l'on fait de la gauche social-réformiste, social-démocrate ? Nous avons initié un mouvement social-démocrate, mouvement populaire social-démocrate, avec un manifeste. Déjà 300 signatures, on est présent dans tous les départements. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait une dynamique autour de ça, de rassembler tous ceux qui se sont opposés à l'alliance sous pavillon de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas le refus de l'alliance, mais c'est l'alliance sous domination mélenchoniste. Et puis, il y aura le congrès du Parti socialiste et on devra trancher cette question stratégique. Et ça a toujours été les grands congrès dans le Parti socialiste, les questions de stratégie. Et donc, j'espère que là, on aura la possibilité de fonder à nouveau un nouveau cycle, un nouveau parti plus social-démocrate que socialiste tel que l'on le connaît aujourd'hui. Ce sera à l'automne. Normalement. Jean-Christophe Cambadélis, merci, bonne journée.